Messieurs les modérateurs, merci beaucoup. Donc on va voir effectivement la prise en charge non pharmacologique du délirium, qui est donc l'essentiel de la prise en charge. Et puis, donc, grâce au topo d'Armand, je vais pouvoir passer rapidement sur un certain nombre de choses et juste nuancer un petit peu ce qui vient d'être présenté. Alors, les 5 points, ou les 4 plutôt points clés qu'il faut avoir en tête quand on prend en charge et quand on s'intéresse au délirium en réanimation, c'est les suivants. Tout d'abord, c'est identifier les patients à risque dès l'admission en réanimation. Utiliser des outils validés, on va passer rapidement. Éviter, on va dire, la sédation excessive, prévenir la neurotoxicité, donc ne pas prescrire, ne pas utiliser trop de molécules qui peuvent induire du délirium. Et donc ça, dans ce sens-là, ne pas prescrire, c'est une approche non pharmacologique. Et la mesure principale qui est la mobilisation précoce des patients. Alors, identifier les patients à risque de l'admission, on a largement discuté les facteurs de risque et les différents types de délirium en réanimation. Et donc, ça, c'est une étude parmi d'autres qui a regardé en fait les deux phénotypes, hypo ou hyperactifs, qu'on peut être amené à rencontrer dans nos services. Et donc, ce qui a déjà été dit en introduction, c'est que la forme hyperactive isolée, donc l'état d'agitation aiguë, qui pose en règle pas de problème diagnostique, est extrêmement rare et concerne essentiellement des patients jeunes, si on prend comme barre pour le sujet âgé, donc plus de 65 ans. La plupart des patients ont une forme hypoactive ou mixte, et la forme hypoactive semble plus fréquente chez les patients âgés donc de plus de 65 ans. Et vous voyez sur la gauche de la diapositive, à la prévalence tout venant en fonction de l'âge, c'est un phénomène très fréquent, ça a largement été discuté par Armand dans sa présentation. Alors, le délirium, si vous vous intéressez uniquement à ça, vous passez à côté du problème, très clairement. C'est ça le problème, c'est d'identifier les malades qui sont apathiques, hyporéactifs, qui ne demandent rien à personne et qui sont vraiment ceux pour lesquels on a une trajectoire pronostique qui va être sensiblement différente en termes d'excès de mortalité, de durée de ventilation, de durée de séjour en réanimation et de séquelles cognitives chez les survivants. C'est vraiment le délirium hypoactif. Et donc ça se diagnostique pas facilement. Il faut utiliser des outils et donc Armand a décrit les échelles, j'en parlerai après. Sur les facteurs de risque, il y a des facteurs prédisposants qu'on peut identifier dès l'admission en réanimation. Armand les a décrits, donc c'est essentiellement l'âge et les troubles cognitifs préexistants. Des facteurs précipitants qui sont en gros toute pathologie aiguë grave, et donc suivant le service dans lequel on travaille, ça peut être des chocs septiques, des admissions médicales ou des patients dans contexte traumatique ou chirurgical. Et on exclut de la définition les patients cérébro-lésés en général quand on parle de délirium. À ces facteurs aigus, précipitants, il y a des facteurs qui sont liés à la prise en charge, qui sont soit des facteurs iatrogènes, sur lesquels on peut jouer, donc on a parlé de la sédation, et il y a tout ce qui est autour de la contention, sur lesquels on peut aussi intervenir, des facteurs environnementaux, et tout ça, ça concourt à la survenue d'un délirium qui est clairement multifactoriel, et donc il faut se préoccuper de tout si on veut être actif en termes de réduction de délirium, en termes de prévalence, ou de durée du délirium chez un patient confus. Alors, cette diapositive a été montrée, et moi j'ai juste retenu dans cette systematic review finalement les choses qu'on retrouve de manière solide, c'est-à-dire plus de 2 études avec analyse multivariée dans une population de réanimation. Quand on discutait les facteurs de risque, c'est sûr que quand on prend une population de médecine interne, par exemple, eh bien les facteurs type troubles cognitifs, usage de drogues psychoactives au long cours ou alcoolisme vont ressortir. Chez le malade de réanimation, c'est un petit peu différent. Et donc les facteurs non modifiables, ce sont ceux-là, ils ont été discutés par Armand. C'est l'admission plutôt, on va dire, chirurgicale ou dans un contexte de traumatisme, la gravité du malade au sens large et le coma, qui peut être soit un coma qui accompagne la pathologie aiguë, soit un coma, on va dire, pharmaco-induit, donc la prescription de sédation avec le coma initial qui est un facteur de risque indépendant de délirium. Et donc c'est ces malades qui sont particulièrement à risque. Alors, le prédélirique, je vais passer, puisque Armand en a largement parlé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est plus utile que ces 3 ou 4 facteurs qu'on peut retenir de tête et qui font sens et qui sont immédiatement identifiables. Mais clairement, il y a un risque de délirium quantifiable par ces échelles qui sont maintenant largement validées de manière externe avec des applications mobiles qu'on peut utiliser très simplement au lit du patient. Mais ça reprend tout ce qu'on vient de dire et donc je ne vais pas insister sur cette diapositive. Alors, les outils validés, eh bien, entre la CAM-ICU et l'ICDSC, lequel il faut utiliser, il faut utiliser celui que vous pouvez et celui qui va être adopté par votre équipe médicale. Et donc nous, très clairement, on utilise le score de RASS pour la sédation et je ne vais pas insister dessus non plus. C'est quelque chose qui est, moi je trouve, très dynamique, qui est mesuré plusieurs fois par jour, qu'on peut mesurer aussi chez les malades en USC qui n'ont pas de sédation et qui est, on va dire, un outil de screening déjà de l'état neurologique. Et donc dès que
le RAS se modifie de manière spontanée sans modification de la prescription médicale, c'est un signal d'alarme. Il faut répéter l'échelle de délirium, indépendamment du fait qu'elle soit faite de manière régulière, 2 ou 3 fois par jour dans les équipes. Alors le CAM-ICU, ce qui est bien, c'est que vous avez une interaction avec le patient. Très clairement, il faut lui demander de serrer la main, lui demander de fermer les yeux, des choses donc vraiment, où on est vraiment dans l'interaction. On lui demande des épreuves d'attention, notamment, par exemple, et puis le jugement ou la perception est testée. Donc c'est quelque chose qui est très interactif. Et l'autre échelle, c'est plus la checklist canadienne, qui est, celle qui a été adoptée dans le service. Ces 2 échelles sont validées. Celle-ci est moins utilisée. C'est plus une checklist qui rappelle un petit peu les éléments du syndrome confusionnel tel qu'on les connaît et qui a le mérite, moi je trouve, d'être un petit peu quantitative ou semi-quantitative. Donc on parle de délirium quand on a un score supérieur à 4 et quand un patient est confus et en train de s'améliorer, on voit le score qui passe par exemple de 6 à 4 puis 2 avec un malade qui est en train de récupérer. Et donc on a en termes de suivi, je trouve, plus de facilité. Alors bien sûr, il y a aussi des bémols, il y a des choses qui sont particulièrement difficiles à utiliser au quotidien. Par exemple, les troubles de l'humeur ou le discours chez un patient ventilé en sevrage prolongé, clairement, on est dans une évaluation, on va dire, un petit peu difficile. Le sommeil est parfois très difficile à évaluer, etc., etc. Donc, choisissez en tout cas celle qui sera la plus facilement adoptée par vos équipes. Alors, éviter la sédation excessive, prévenir. Je ne vais pas parler des mesures pharmacologiques, parce que ce n'est pas le sujet qui m'a été proposé, mais néanmoins, quand on regarde les études qu'on connaît sur la sédation, et donc cette étude que vous connaissez tous de Kress, qui consiste très simplement dans un bras interventionnel à interrompre la perfusion de midazolam et de morphine tous les matins, quotidiennement, sans se poser de questions chez des patients de réanimation médicale. Outre l'effet qui a été démontré en termes de sevrage, de durée de ventilation mécanique, l'effet bénéfique dans le bras interventionnel, eh bien on voit, quand on lit les tables, qu'il y a finalement dans le bras interventionnel moins de patients qui vont être explorés sur le plan neurologique, transport intra-hospitalier au scanner, électroencéphalogramme, ponction lombaire pour des, entre guillemets, retards de réveil. Et donc déjà dans cette étude qui était publiée en 2001, où on ne parlait pas de délirium en réanimation, ou en tout cas très peu, eh bien on voit déjà qu'il y a probablement un effet bénéfique sur la dysfonction cérébrale au sens large quand on prévient l'exposition aux benzodiazépines et en morphine par cette intervention très simple, qui est, je crois, maintenant largement adoptée dans beaucoup de services. On a parlé des benzodiazépines, et donc très clairement, je pense que si on prend tous des benzodiazépines à forte dose, on a un risque d'être confus pendant plusieurs heures, très clairement, indépendamment de la pathologie pour laquelle on vient en réanimation. Et donc ce risque de benzodiazépine, de délirium associé aux benzodiazépines, il a été beaucoup étudié et reprécisé dans cette étude, où en fait les auteurs ont regardé chez des patients non confus un jour donné en réanimation le risque de développer un délirium ici, et en fonction de la dose, et ici c'est des molécules qu'on prescrit en France, donc le midazolam, en perfusion continue. Et on voit clairement que ce risque, il augmente avec un effet un peu plafond, mais sur la dose cumulée le jour précédent. Et donc ça suggère très clairement que chez un malade qui n'est pas confus ou qui a récupéré d'un délirium, la represcription de midazolam à dose, on va dire, sédative, même minime, induit un surrisque de délirium le lendemain, et donc possiblement de la défaillance neurologique. Donc prévenir ça, c'est potentiellement un objectif non pharmacologique, donc ne pas represcrire de benzodiazépine. Quelque chose auquel nous on s'intéresse beaucoup, c'est l'encéphalopathie associée au sepsis. On a beaucoup de malades de réanimation médicale dans le service, et donc très clairement des malades qui reçoivent des fortes doses de bêta-lactamine dans un contexte d'état de choc avec insuffisance rénale, modification de volume de distribution. Il y a des retards de réveil qui sont décrits, et on peut parler d'antibiotiques associés d'encéphalopathie. Et là, encore une fois, chez un malade délirium ou coma persistant, ou à risque de délirium, se poser la question des mesures de concentration d'antibiotiques et d'ajuster les doses pour prévenir cette neurotoxicité qui, je pense, est très, très, très sous-estimée. Alors, ça, c'est pour vous montrer que finalement, quand on parle de benzodiazépine, on parle d'agonistes GABAergiques, et que les molécules antibiotiques que vous prescrivez tous au quotidien, donc pénicilline, céphalosporine, carbapénem, ont une interaction significative sur les récepteurs postsynaptiques au GABA, et donc à forte dose avoir des effets significatifs en termes de dépression du système nerveux central et de sursédation. Alors, l'intervention principale pour laquelle on a des données solides en termes de prise en charge non pharmacologique du délirium, c'est ce qu'on appelle donc, classiquement maintenant la mobilisation précoce des patients. Et donc cette vignette où on voit typiquement le docteur qui fait la visite,
et qui se pose la question, après 10 jours de réanimation, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a été immobilisé, ou immobile, pardon, pendant 10 jours, et il serait peut-être temps de le mobiliser pour prévenir plein de choses, et notamment favoriser la récupération fonctionnelle. Et bien ça ne doit plus exister. Il y a des études maintenant qui sont très séduisantes quand on les lit, sont peut-être un petit peu plus difficiles à appliquer au quotidien. Et c'est par exemple l'étude du groupe de Kress, donc publiée par Schweikart en 2009, où dans un protocole de sevrage qui est très complexe en fait, c'est-à-dire que, enfin en tout cas élaboré, on fait dès l'admission en réanimation chez les malades, ici c'est la réanimation polyvalente, arrêt de la sédation à J1, donc comme l'étude de 2001, recherche des critères de sevrabilité associés et de la mobilisation précoce en fonction de l'état clinique du patient, donc mobilisation passive quand le malade est sédaté ou en tout cas inconscient, puis active au lit, mise au fauteuil, station debout et puis marche, y compris donc, pendant le sevrage de la ventilation. On voit qu'on a, dans cette intervention qui est débutée dès l'admission, un effet significatif sur le délirium en termes de durée ou temps passé avec du délirium en réanimation à l'hôpital, voilà, en fonction de la façon dont on exprime les variables. Donc c'est une intervention qui semble intéressante et c'est une étude qui est pour l'instant restée, qui est la seule sur le sujet en réanimation médicale, une étude monocentrique avec un nombre de patients qui est limité, mais avec des résultats qui sont très prometteurs. Depuis, les auteurs ont décrit un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire avec les patients, et vous voyez que ces séances de mobilisation précoce, il ne s'agit pas de faire le tour du service, finalement 2/3 des patients sont mis au bord du lit, le transfert lit-fauteuil, il n'y en est plus que dans un patient sur 3, station debout, même proportion, et des séances de marche finalement avec la ventilation invasive, 15% des patients, et puis des séances qui sont de 5 mètres, donc c'est globalement le tour du lit, et une tolérance qui semble satisfaisante avec une interruption des séances essentiellement pour de l'agitation ou de la synchronie patient-ventilateur dans moins de 5% des cas. Donc sur ces données nord-américaines monocentriques, on est très content et on attend les études de confirmation multicentriques. Et on a depuis donc la chance de voir cette étude qui vient d'être parue dans le Lancet. Je crois que c'est une équipe allemande, c'est une étude multicentrique, en réanimation chirurgicale cette fois, où ils utilisent pour favoriser, donc là tout est dans le titre encore une fois, Early Goal Directed Mobilization in the Surgical ICU, un score qui est le score SUMS, où en fait chaque jour on évalue l'état du patient et en fonction de son état clinique, on va passer d'une case à l'autre, où on voit qu'on passe d'un état où on n'a aucune activité, immobilisation totale, mobilisation passive, station assise, debout, et déambulation. Et donc ce score, il est à moduler chaque jour avec une personne dédiée, un facilitateur dans les méthodes. Donc c'est très spécifique. En fonction de l'état clinique, on commence par des patients qui posent pas de problème sur le plan neurochirurgical, pas d'hypertension intracrânienne décompensée, pas de problème médulaire par exemple. Et là, on peut commencer de la mobilisation passive. Ensuite, quand le patient commence à répondre aux ordres et à suivre les commandes, on peut passer à de la mobilisation plus importante, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'il montre dans cette étude? Excusez-moi. Il montre que, tout d'abord, les séances, la durée des séances de physiothérapie ou d'exercice par jour, dans les deux bras, ici c'est des minutes, donc c'est en gros 1 heure d'exercice par jour. Donc c'est pas de la mobilisation intensive 6 heures sur 24, c'est des choses qui semblent faisables, mais néanmoins qui nécessitent une équipe dédiée de kinés et puis encore une fois un facilitateur qui va voir chaque patient pour voir dans quelle mesure on peut le mobiliser et dans quelle mesure on peut avancer dans cette mobilisation intensive. Ce qu'il montre, c'est que dans les critères de jugement principaux qui étaient prédéfinis, il y a un effet bénéfique sur la mobilisation, sur la durée de séjour en réanimation, sur des scores fonctionnels que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui semblent tout à fait bénéfiques et significatifs. Là où les choses sont un petit peu plus décevantes, c'est quand on regarde à J90 ce qui se passe, on n'a pas d'effet mesurable sur le MRC, donc les séquelles fonctionnelles musculaires ou la qualité de vie à 3 mois. Mais donc néanmoins, on a quand même un très fort signal sur les critères de jugement principaux. Ça semble bien toléré avec des effets secondaires qui sont qualifiés de grade 1 ou 2, donc mineurs, mais néanmoins quand même des épisodes d'hypotension et de désaturation qui sont notables, essentiellement dans le bras interventionnel. Alors les autres mesures dans la minute qui me reste, il y a des choses simples qu'on peut faire, et donc il y a des protocoles, des bundles de mesures non pharmacologiques qui ont été montrés dans des services de médecine interne, pas en réanimation encore, c'est une étude ancienne randomisée où on voit que ça, par exemple des mesures qui visent à
Je ne peux pas revenir en arrière. Si. Favoriser le sommeil, les troubles neurosensoriels, le port de lunettes par exemple, la mobilisation précoce, ça réduit l'incidence cumulée du délirium. Ici par exemple, vous voyez à J7 dans le bras interventionnel, on est à moins de 10% et on est bien plus élevé dans le bras contrôle. Les mesures environnementales, elles sont rappelées dans cette conférence de consensus de la SRLF, notamment le niveau de bruit, l'alternance jour-nuit, le fait d'avoir une chambre particulière, la réorientation temporo-spatiale, ce sont tous des petites mesures qui ne sont pas démontrées et qui ne coûtent pas grand-chose et qui potentiellement ont un impact significatif, on va dire, sur le ressenti des patients et peut-être sur le délirium. Alors, j'en termine avec cette diapositive. Donc, clairement, la prise en charge non pharmacologique, elle se conçoit vraiment dès l'admission en réanimation, dès le premier jour, par l'identification des patients à risque. Il faut évaluer les patients à l'aide d'outils validés. Et donc, on pourrait poser la question dans la salle. Je ne sais pas si tout le monde utilise déjà une échelle de délirium au quotidien, mais vraiment, en général, quand on pose la question, il y a moins de la moitié des bras qui se lèvent. Donc, il y a déjà rien que ça, c'est une amélioration des pratiques. Éviter la sédation excessive dans cette prise en charge non pharmacologique. Et donc, clairement, il y a une discussion autour des alpha-2 agonistes, mais qui n'était pas le sujet de la présentation. Et la seule mesure qui est recommandée dans les guidelines, donc qui sont les guidelines américaines de 2012 ou 2013, c'est cette mobilisation précoce, avec une recommandation de grade 1B, puisqu'à l'époque, il n'y avait que l'étude de Schweikert qui était publiée. Et clairement, tout ce champ de mesures simples, peu coûteuses et potentiellement bénéfiques, au premier rang desquelles vraiment la réorientation temporo-spatiale, la dimension des familles auprès des patients qui récupèrent, ont peut-être un impact sur le délirium. C'est des choses qui ne sont pas mesurées dans les études de bon niveau et c'est pour ça que j'en parle qu'à la fin de ma présentation. Je vous remercie.